Nous sommes dans une génération où de plus en plus de personnes s'intéressent au sujet dont je vais parler aujourd'hui. C'est un sujet qui intrigue énormément de personnes et on va comprendre aussi pourquoi tout le monde est à la recherche, tout le monde aimerait comprendre les profondeurs de ce sujet. Comment pourrait-on en fait changer certaines choses qui existent à l'intérieur de nous? En effet, ça remonte à bien longtemps. À plus de 100 ans, nous avions le Rav Israël de Salant, qui était considéré comme le père fondateur du mouvement de Moussar, de l'éthique et de la morale juive. Mais c'est plus que la morale juive. Il parle du nefesh, de l'âme. Il y avait aussi le Rav Eliyahu Dessler, le Rav Chaim Friedendler, le Rav Wolbe, et encore beaucoup d'autres grands rabbinim qui étaient de grands penseurs juifs, des géants de la Torah, qui ont parlé des profondeurs de l'âme. Le sujet de cette vidéo intrigue des masses de personnes, non religieuses autant que religieuses, déjà depuis la génération précédente et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler de ce sujet, mais surtout, j'aimerais vous montrer comment il trouve ses racines dans la Torah, comment toute cette sagesse trouve ses sources dans les versets, dans les enseignements de nos sages, de nos chachamim. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'inconscient. La psychologie n'est vraiment que la recherche du nefesh, de l'âme, de notre âme. Mais comment la psychologie a pu expliquer et déterminer la manière dont notre nefesh fonctionne sans pouvoir le voir, le sentir ou le mesurer? Pour comprendre réellement comment il fonctionne, nous sommes obligés de nous reposer sur le créateur de notre âme, Dieu, Hachem, qui nous a transmis cette sagesse infinie dans la Torah et par nos sages et les rabbanim. Et l'expression la plus claire de l'état de notre âme se fait par les émotions de la personne qui sont dictées par notre inconscient. Celui qui sait se travailler émotionnellement, celui qui sait réparer ses émotions afin d'être lui, celui qui va diriger et gérer son cœur, détient les clés de la réussite de sa vie, quel que soit le domaine dans lequel il veut réussir. Notre inconscient est quelque chose d'assez mystérieux, surtout dans sa manière de contrôler tout ce qu'on veut faire dans notre vie. Nos pensées, nos perceptions, nos capacités intellectuelles et nos capacités émotionnelles, nos émotions comme la peur, l'assurance et la foi, nos décisions, nos comportements, nos réactions, nos échecs et nos réussites au niveau personnel, social, familial et professionnel, et la liste est encore longue. Toutes les décisions que nous allons prendre durant notre vie, toutes les choses que nous ferons et la manière dont nous allons les faire, quel que soit le domaine, la parnassa, l'éducation des enfants, les relations amoureuses, etc., seront le résultat des codes que nous avons dans notre inconscient. Tout le monde s'intéresse et aimerait comprendre au maximum ce qu'est l'inconscient, comment il fonctionne et comment le reprogrammer pour atteindre les résultats positifs qu'on souhaite vraiment dans notre vie. Si on veut réellement créer un changement dans notre inconscient, il faut tout d'abord se tourner vers les sources de la Torah et étudier ces enseignements précieux et profonds. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. La Torah, le judaïsme, n'est pas une religion comme les autres, et ce n'est pas non plus qu'une religion. Le judaïsme et donc la Torah nous parlent de tout ce qu'une personne peut faire pour vivre sainement, être heureuse et se sentir comblée dans tous les domaines de la vie, tels que nous en avons cité quelques-uns dans cette vidéo. Et si vous ne le saviez pas, sachez que les personnes les plus riches et les plus influentes du monde, des États-Unis, de France, d'Israël, de Russie, d'autres pays, génération après génération se sont toujours tournés vers les plus grands érudits en Torah, les plus grands rabbins, les plus grands sages de leur génération pour des décisions capitales au niveau économique, médical, judiciaire ou sécuritaire. Des businessmen américains très influents sont venus de nombreuses fois prendre conseil pour leurs entreprises chez le Baba Elazar, Rabbi Elazar Abuhatzira Zatzal. Des hommes politiques, des premiers ministres et des présidents de différents pays se sont reposés sur l'avis et les conseils du grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui les a guidés politiquement, militairement et économiquement. Des docteurs, des professeurs, des chirurgiens se sont souvent retrouvés devant le géant en Torah, le Chazon Ish Zatzal, pour apprendre comment soigner, traiter et même faire des opérations chirurgicales extrêmement compliquées qui ont sauvé la vie de nombreuses personnes. Et je vais vous en apprendre aussi une bonne. Même l'empereur Napoléon Bonaparte avait créé dans son temps la Cour suprême, la Cour juive suprême en 1806, qu'il a nommé le Grand Sanhédrin, comprenant 71 grands rabbins. Et le président de cette Cour suprême était le premier grand rabbin de France, le Rav Yosef David Sinsheim Zatzal. Et tous ces rabbins n'ont jamais étudié autre que les enseignements bibliques
la Torah. Tout ça pour vous dire que dans toutes les générations, les personnes les plus intelligentes, les plus riches, les plus puissantes ont toujours cherché de vraies réponses et de vraies solutions et les ont toujours trouvées dans le judaïsme, dans la Torah, chez les rabbins. Je ferme la parenthèse. Et donc, comme je vous l'ai dit, si on veut vraiment comprendre l'inconscient et comment le programmer positivement, on doit d'abord apprendre ce que la Torah et nos rabbiniques nous enseignent. C'est très important de comprendre et d'être conscient que si on veut modifier, si on veut changer, si on veut améliorer, si on veut renforcer quelque chose dans notre vie, peu importe le domaine, nous sommes obligés de passer par le travail de l'inconscient. Et aussi dans notre couple, si on veut améliorer notre relation de couple, s'aimer plus, si on veut réussir son couple, nous devons d'abord faire un travail au niveau de notre inconscient pour enfin sentir le changement se matérialiser avec sa femme, avec son mari. Tout d'abord, quelle est la différence entre le conscient et l'inconscient ? L'inconscient représente environ 97% du cerveau, tandis que le conscient, seulement 3%. C'est-à-dire que quand je prends une décision, quand je veux arrêter d'avoir peur par exemple, quand je veux changer quelque chose dans ma personnalité ou quelque chose dans mon caractère, afin d'être plus expressif dans la communication, plus social, plus chaleureux, plus sérieux, plus sûr de moi, moins angoissé, plus sensible, savoir prendre plus d'initiatives et ainsi de suite, ça va dépendre majoritairement des codes que j'ai dans mon inconscient. Oui, je dis bien des codes inconscients, tels que le définit aussi le Rav Rabinovitch, parce que ce qui définit qui nous sommes aujourd'hui, ma personnalité, mes traits de caractère, mes comportements, mes réactions, mes habitudes et mes émotions face à toutes les différentes situations et événements de la vie dépendent des codes qui ont été inscrits dans mon inconscient suite à tout ce que j'ai vécu, subi et ressenti depuis la naissance et même durant la grossesse, principalement jusqu'à l'âge de 9 ans. Ces codes sont vraiment les perceptions que j'ai par rapport à tous les domaines de la vie, la richesse, la famille, le mariage ou le divorce, l'éducation des enfants, la réussite ou l'échec, la santé, la facilité ou la difficulté d'atteindre un objectif, de créer un changement positif, etc. Et donc, si je veux vraiment modifier quelque chose à la source, si je veux réussir quelque chose que j'ai échoué jusqu'à présent, si je veux enfin m'enrichir alors que j'ai galéré financièrement jusqu'à maintenant, si je veux enfin rencontrer la bonne personne et me marier alors que jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré personne, si je veux enfin vivre un mariage réussi et heureux alors que jusqu'à aujourd'hui, notre relation n'a connu que de difficultés et des problèmes, je dois d'abord faire un travail inconscient pour que le changement se matérialise et se sente sur le long terme dans ma vie. Et je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la pyramide de la réussite qui explique pourquoi le changement doit être fait justement au niveau de notre inconscient, de nos croyances inconscientes et pourquoi ça ne suffit pas de changer notre stratégie ou nos habitudes et pourquoi même renforcer notre motivation n'est pas suffisant. Pour vivre un vrai changement dans ma vie, je suis obligé d'aller à la racine du problème pour le modifier et ça, personne ne peut échapper à ce travail. Même si au début, on a l'impression que les différents efforts qu'on fait nous aident à changer, on a l'impression d'avancer et de réussir, mais avec le temps, je me rendrai compte que j'arrive une fois de plus à une impasse. Je suis encore bloqué au même endroit où j'ai commencé. Quand j'ai peur et que je n'arrive pas à me contrôler, quand je ne réussis pas quelque chose fois après fois, quand j'essaye différentes stratégies et les résultats continuent à me décevoir, quand je fais de nombreux efforts mais que j'ai l'impression de brasser du vent, c'est parce que je suis entièrement dirigé par mon inconscient, par mes croyances limitantes, par mes codes inconscients négatifs. Donc, si je veux réellement changer, si je veux vraiment créer un changement de longue durée dans ma réalité, je ne peux pas me contenter de juste parler, penser ou faire différemment consciemment les choses. Au contraire, les changements positifs et les améliorations dans ma vie se matérialisent seulement si j'arrive à utiliser mon conscient, si j'arrive à influencer et donc modifier mon inconscient, c'est-à-dire mes codes, mes croyances et mes perceptions par le biais de mon conscient. Autrement dit, si je sais comment faire ce travail, mon inconscient me permet de communiquer avec mon inconscient et de lui dire et de le convaincre, regarde, à partir de maintenant, ne pense plus comme ça, ne crois plus à ça, ne vois plus les choses de cette manière. Voici ta nouvelle pensée positive, voici ta nouvelle croyance validante, voici ta nouvelle perception positive, voici ton nouveau code. Sinon, consciemment,
j'aimerais vraiment être riche, mais inconsciemment, je préfère rester pauvre. Sinon, consciemment, j'aimerais vraiment me marier, mais inconsciemment, je préfère rester célibataire. Consciemment, j'aimerais maigrir, mais inconsciemment, je gagne plus à rester bien en chair. Consciemment, j'aimerais m'exprimer de manière fluide, mais inconsciemment, je me sens plus protégé quand je bégaye. Consciemment, je souhaiterais avoir une excellente relation de couple avec ma femme, avec mon mari, mais inconsciemment, je préfère les disputes et les blessures émotionnelles. Voici les conflits interminables qui ont lieu chez chacun d'entre nous entre notre volonté consciente d'obtenir, d'atteindre, de réussir et notre volonté inconsciente qui est exactement l'inverse. Parce que, souvenez-vous, notre cerveau est composé du conscient 3% et de l'inconscient 97%. Et si notre volonté inconsciente, si notre code inconscient est différent de notre volonté consciente, même si je l'exprime souvent avec des mots, oui, je veux être riche, oui, je veux vraiment réussir, oui, je veux arrêter de bégayer le plus vite possible, oui, je veux vivre heureux et avoir une bonne relation de couple avec ma femme, ça ne reste que 3% de notre cerveau. Et ce qui va définir ma réalité et diriger ma vie, c'est les 97%, c'est-à-dire mon inconscient. Le mariage est-il quelque chose de bien, de positif ou pas? Est-ce que je crois inconsciemment donc que le mariage mène dans la plupart des cas au divorce, ou plutôt le mariage est ce qui me permet de me construire et d'être heureux? Si aujourd'hui je perçois le mariage comme quelque chose de mauvais, de difficile, qui ne mène qu'à des complications, alors ma mission sera de faire un travail conscient qui aura un impact positif sur mon inconscient pour que ma croyance et perception négative du mariage se transforment en positive. Je veux que mon inconscient adopte les pensées et les paroles positives que je pense et que je dis consciemment. Quand je demande à quelqu'un s'il veut devenir riche et qu'il me dit oui, je veux être riche, si inconsciemment il était d'accord de recevoir cette richesse, si inconsciemment il était convaincu qu'il mérite de recevoir cette richesse, elle se serait matérialisée dans sa vie. Pareil avec les couples, le shalom bayit, la réussite, etc. En hébreu, il y a une phrase qui dit « Rien ne peut entraver ta volonté de réussir ». C'est une phrase très forte. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement sur ça. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube dans la liste de lecture La Minute Coaching. Et je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Autrement dit, une personne ayant une forte volonté de changer, de réussir, d'atteindre un objectif, rien ne pourra l'arrêter. Cette phrase est partiellement vraie, mais elle est incomplète. Pourquoi? Parce qu'il existe énormément de personnes qui, malgré leur ferme volonté, leur grande détermination, n'obtiennent pas ce qu'elles souhaitent. Pour compléter cette phrase, il faut dire que rien ne peut entraver ta volonté de réussir, sauf une autre volonté. Quelle est cette autre volonté? Est-il possible d'avoir deux volontés opposées par rapport à une même chose? Oui, parce que pour chaque objectif, pour chaque souhait, nous avons deux volontés. Parfois, elles se ressemblent, parfois, elles s'opposent. La volonté dont tout le monde parle quand on s'exprime en disant « je veux réussir, je veux changer, je veux obtenir » et ainsi de suite, c'est la volonté consciente de la personne. Mais la deuxième volonté que la plupart d'entre nous ignorent, c'est notre volonté inconsciente. Consciemment, on veut être entouré de beaucoup d'amis, mais inconsciemment, on ne veut pas plus que 2 ou 3 amis parce que peut-être à un moment donné, durant notre enfance, plusieurs de nos amis se sont retournés contre nous et nous ont humiliés. Consciemment, une femme aimerait maigrir, mais elle n'arrive pas parce que, inconsciemment, quand elle était mince et attirante durant son adolescence, elle a été agressée sexuellement ou même violée. Consciemment, on veut être riche, mais inconsciemment, on préfère avoir une situation financière médiocre parce qu'en grandissant chez nos parents, quand ils avaient plus d'argent, leur famille et leurs amis leur demandaient de les aider. Pareil pour la réparation de nos traits de caractère, la jalousie, la radinerie, l'orgueil et tous les autres traits de caractère. Ma volonté inconsciente ne ressemble pas toujours à ma volonté consciente. Et si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que mon inconscient ne voudrait pas ce que je considère être bien pour moi, consciemment? Et là, j'aimerais vous définir clairement et simplement le fonctionnement de notre inconscient. Mon inconscient, retenez cette phrase, mon inconscient agit de manière enfantine pour me protéger. Comme a été dit dans le rêve du roi de Khuzar,
ton intention plaît aux yeux de Dieu, mais tes actions ne plaisent pas. Quand on comprend le fonctionnement de l'inconscient, on doit lui dire la même chose. Ton intention de me protéger me plaît, mais tes actions, c'est-à-dire la manière que tu as de me protéger, ne me plaît pas. Tu ne me laisses pas réussir, tu me fais bégayer, tu intensifies mes peurs, tu ne me laisses pas me marier, tu ne me laisses pas m'enrichir, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Comment peut-on changer les codes négatifs que nous avons dans notre inconscient? Comment peut-on transformer nos croyances limitantes en croyances validantes? Comment peut-on changer nos perceptions négatives en positives? Quel est ce travail conscient que nous pouvons faire qui aura un impact sur notre inconscient? Le Rav Eliyahu Dessler, dans son livre « Lettres d'Eliyahu », nous enseigne et même nous dévoile un secret incroyable dans le fonctionnement de notre inconscient, que la répétition fréquente d'une même pensée agit instinctivement, même sans saisir aucune raison. Qu'est-ce que je dois faire si je veux changer un ou plusieurs codes dans mon inconscient? Je dois répéter une seule même pensée positive de nombreuses fois, plusieurs fois par jour. Et ce qui est surprenant dans ce travail émotionnel, comme il l'explique dans son livre, c'est que je n'ai même pas besoin d'accompagner ce travail d'une explication rationnelle, parce que la répétition fréquente de ma nouvelle pensée suffit et agit directement sur mon cœur. Et pour rendre ce travail, cet exercice encore plus efficace, j'aimerais vous donner 3 précisions supplémentaires. La première, être le plus focus possible. Pour que la répétition fréquente ait un maximum d'effet, elle doit être claire, très claire. Donc avant de commencer sa répétition, d'abord écrivez votre pensée en 1 ou 2 phrases. La deuxième, une phrase positive. Votre pensée, votre phrase doit être écrite positivement. C'est-à-dire que vous écrivez ce que vous souhaitez atteindre et non pas ce que vous ne voulez pas. Par exemple, j'aime beaucoup l'idée selon laquelle j'attire à moi la richesse. Et non pas, je ne veux pas manquer d'argent. La troisième, imaginez et ressentez ce que vous souhaitez pendant la répétition. Pour amplifier l'influence que ce travail aura dans votre vie et voir vos pensées se matérialiser plus rapidement, il faut se connecter émotionnellement à sa pensée positive. Et pour ça, avant de commencer la répétition et même pendant la répétition, imaginez que votre souhait vient de se réaliser, que vous venez d'atteindre votre objectif. Imaginez votre réaction, votre ressenti, votre excitation et empruntez de votre joie du futur. Ressentez ce que vous ressentirez dans votre futur une fois votre souhait réalisé. Ressentez-le maintenant. Et la troisième précision est peut-être la plus importante de toutes, parce que la chose qui aura le plus grand impact sur la réalisation de mes souhaits, c'est l'intensité de la connexion émotionnelle que je ressens maintenant à ma pensée, à ma phrase. Sinon, une répétition sèche aura peut-être des effets positifs, mais nettement moins. Par contre, pour la plupart d'entre nous, afin d'atteindre cette connexion émotionnelle à notre pensée, nous devons d'abord passer par la répétition sèche. Donc, ne vous découragez pas. Le plus important, c'est de commencer et laisser votre ressenti se renforcer naturellement. Ce travail connaît différents noms, l'autosuggestion, les affirmations positives, mais dans cette vidéo, je ne vous parle pas seulement du quoi et comment, c'est-à-dire quel est le travail que je dois faire et comment le faire. Ici, je vous explique aussi le pourquoi, quelque chose qu'on n'explique presque pas autre part, et pourtant, ça nous aide considérablement à comprendre et savoir précisément comment mettre en application ce travail. On ne peut pas effacer les codes négatifs que nous avons dans notre inconscient. On ne peut que les remplacer par d'autres codes positifs, et maintenant, vous connaissez le mécanisme. Donc, même si j'ai grandi avec des parents qui ne cessaient de se disputer, de se crier dessus, de se manquer de respect, et ça a créé chez moi un blocage inconscient, une perception négative du mariage, une croyance limitante que se marier, c'est souffrir. Et étrangement, les années passent et je n'ai toujours pas réussi à me marier. Quelle que soit la raison, mon inconscient veut me protéger. Vous vous souvenez? Et même si consciemment, je veux me marier, mais maintenant, après cette vidéo, je peux remplacer mon code négatif par rapport au mariage. Je peux transformer ma croyance limitante en croyance validante. Me marier et avoir une excellente relation de couple, un excellent shalom bayit. Et bien sûr, je peux faire ce travail dans beaucoup d'autres domaines de ma vie aussi. Et si je suis déjà marié et quoi que je fasse, mon couple ne s'améliore pas,
Et même si c'est vraiment à cause de ma femme ou de mon mari, disons, les super stratégies, les conseils et les consultations sans fin par des experts mèneront presque à aucun avancement positif, à aucune amélioration si les obstacles que nous vivons trouvent leur source dans notre inconscient. Souvenez-vous de la pyramide de la réussite, le lien de la vidéo dans la description ci-dessous. Maintenant, j'aimerais approfondir davantage la définition et la relation entre le conscient et l'inconscient en faisant une analogie avec la relation entre un mari et sa femme. Le livre du Zohar de Kabbale fait l'analogie entre le soleil et la lune et le mari et la femme. Il dit que le mari correspond au soleil et la femme correspond à la lune. C'est-à-dire que tout comme le soleil émet sa lumière et la lune réfléchit la lumière provenant du soleil, ainsi le mari doit influencer son épouse, lui donner, et ce qu'elle fait provient de la force de son mari. Le lien entre le conscient et l'inconscient est en effet similaire à l'image du soleil et de la lune dans le livre du Zohar, et il y a une profonde analogie entre le conscient en tant qu'élément actif et influent et l'inconscient en tant que récepteur et reflet. Dans la parabole du soleil et de la lune, le soleil symbolise une source de lumière directe et active, tout comme le conscient fonctionne et réagit de manière visible et consciente. Le conscient appartient à un monde où il y a un contrôle, un choix et une action directe. Il est activé par la logique, les valeurs conscientes et les pensées que nous comprenons et contrôlons. L'inconscient, comme la lune, n'est pas sa propre lumière, mais reflète ce qu'il reçoit de sources extérieures ou intérieures. De la même manière, l'inconscient ne fonctionne pas à partir d'un contrôle direct, mais à partir d'une profondeur interne, émotionnelle et cachée. Il contient les pulsions, les désirs, les souvenirs et les associations qui ne sont pas directement visibles pour nous, mais qui influencent fortement nos actions et nos choix. Comme la lune, il réagit à la lumière qu'il reçoit, de sorte que lorsque le conscient influence l'inconscient avec certains contenus, tels que les croyances et les émotions, il s'intègre en lui et se reflète dans nos comportements et décisions de manière indirecte. Tout comme dans une relation conjugale équilibrée et fidèle, où la femme fait et agit en fonction de ce qu'elle a reçu de son mari, tel que la lune montre la lumière qu'elle a reçue du soleil, de même, l'inconscient influence notre réalité selon les messages reçus du conscient. Mais dans une relation conjugale déséquilibrée et infidèle, où la femme agit indépendamment ou en contradiction de ce qu'elle reçoit de son mari quand elle reçoit d'une autre personne, de même, l'inconscient peut influencer notre réalité de façon désordonnée ou incohérente lorsqu'il ne reçoit pas l'influence des messages du conscient, mais de sources extérieures dans notre vie, comme les traumatismes et les blessures émotionnelles, etc. Et donc, si j'aimerais que mon inconscient redevienne fidèle à mon conscient, tout comme le mari veut que sa femme lui soit fidèle, il est essentiel d'influencer continuellement son inconscient en faisant des répétitions fréquentes de pensées positives, comme nous en avons parlé dans cette vidéo, afin d'établir un équilibre intérieur où mon inconscient reflète fidèlement les intentions de mon conscient sans interférence externe. Parce que de la même façon qu'une femme a le besoin de recevoir à tout moment, et elle attend et surtout elle aimerait que l'influence vienne de son mari, l'inconscient aussi a besoin de recevoir l'influence du conscient. Et si notre conscient ne lui dicte pas quoi penser, quoi croire et comment percevoir, l'inconscient se laissera influencer par des sources extérieures. On ne peut pas forcer notre inconscient à arrêter de recevoir. Par contre, on peut clairement lui imposer de qui recevoir. Bessorot Tovot.